Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid Frigui, notre metteur en ondes, bonjour Chantal Ozouf, Bonjour André Malamu. pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, et je dirais même Jeux de scène et plus. Donc, dans une première partie, nous vous parlons du théâtre. Je vous parlerai à la colline de À notre place d'Anne Ligre, mise en scène de Stéphane Braunschweig. Vertige de Nasser Djemaï à la MAC de Créteil. A Simple Space, une production de Caméléon, c'est du cirque d'acrobatie, et je l'ai vu, Chantal, À Bobino. à Bobino. Ne pas finir comme Roméo et Juliette de Méthilde Veyergans et Samuel Hercule au théâtre du Rond-Point. Et puis texte et mise en scène de Pauline Bureau, entre parenthèses, au théâtre de la Colline, dans la grande salle. Malaise dans la civilisation d'Alix Dufresne et Étienne Lepage que j'ai vu à la MAC de Créteil. Alors André, à notre place, Ah oui, texte de Arne Ligre. oui, texte de Anne Ligre. Eh bien Chantal, puisque tu as vu ce spectacle, raconte-nous un tout petit peu de quoi ça parle. Eh ben, c'est l'histoire de trois femmes, mais c'est pas ça l'essentiel, autour de l'amitié. Oui, oui, non, mais Ce- attends, donne quand même le... Voilà, ben, je l'ai dit. Il y a 3 âges différents, Oui, par exemple, d'accord. avec Astrid, qui est la plus âgée, Mhm. ensuite Sarah, et puis Eva, la plus jeune. Et nous commençons d'abord cette histoire d'amitié avec Astrid et Sarah. Voilà. Et donc, on va avoir une sorte de progression dans cette amitié avec des jalousies un peu entre les nouvelles amies et les anciennes, et avec les premiers plans, les deuxièmes plans, avec le problème du fils qu'on ne verra pas, mais qui va changer les relations entre ces femmes, avec la mort de la mère de la plus vieille, etc. Et donc, c'est une mise en scène de ces relations d'amitié. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que parfois, elles jouent d'autres rôles que les leurs. C'est-à-dire qu'elles se mettent en scène dans, par exemple, la relation avec un frère ou la relation avec un fils, etc. Donc, on a cela. Donc, moi, je veux dire, Chantal, hein, c'est très bien mis en scène, il n'y a pas de problème. C'est très bien joué, il n'y a pas de problème. Le problème, pour moi, c'est le texte. Si tu veux, moi, j'ai des amis aussi. Et enfin, c'est parce que des amis que j'accepte d'entendre toutes leurs histoires. Bon, parce que je ne peux pas dire que je raffole forcément de l'histoire que racontent mes amis. Mais alors là, c'est même pas mes amis. Et je vais me farcir toutes ces histoires de ces personnes qui ne sont pas mes amis et qui me parlent. Non, je ne suis pas leur ami, je ne suis pas l'ami des personnages de ce... Voilà ce que j'ai ressenti. Chantal. Ben, moi, j'ai trouvé l'écriture extrêmement brillante et je me souviens du premier dialogue entre Astrid et Sarah. Et on est un petit peu d'entre le réel et l'irréel parce qu'elles sont en train de se convaincre, de se satisfaire de cette relation. J'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Et en plus, c'est une écriture à tiroir parce qu'il y a les personnages qui sont absents, mais il va y avoir une manière très originale d'introduire l'absent. Et ça commence par un verbe introducteur et ensuite, comme tu l'as dit, le personnage joue, l'autre ami joue un rôle. Et alors, quand même, la scénographie, certes, elle est extrêmement belle, mais tu n'as rien dit. En fait, c'est une scénographie où on voit un décor extrêmement blanc, mais toujours avec Stéphane Braunschweig, il va y avoir une métamorphose. Je me souviens de son J'ai pas dit le décours. contraire, j'ai dit que c'était bien joué, j'ai dit que c'était bien mis en scène, j'ai dit simplement que ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que quand on va au théâtre, c'est pour quelque chose qui vous touche, bon, qui vous intéresse. Là, si tu veux, j'ai pas envie d'aller au théâtre pour voir des choses qui m'intéressent pas. Peut-être, mais, Voilà. mais Stéphane Braunschweig, eh Mais bien, sinon, c'est parfait, c'est un très bon... il arrive hein. à Ceci dit, modéliser. à la sortie, ça dure quand même près de 2 heures, il y en a qui ont trouvé ça un peu long. Mais écoute, il nous présente par une belle scénographie, par un travail avec les actrices, et c'est vrai que Clotilde Mollet domine un petit peu la situation, eh bien, il nous présente un petit bout Voilà. d'humanité qui fait miroir On va pour pas nous. se mettre d'accord, et donc on va passer à la suite. Chantal. Alors, Vertige
de Nasser Djemmaï. Alors c'est une comédie d'une famille française d'origine immigrée. Ça peut paraître au début assez conventionnel, assez Immigré de quel genre? D'accord. D'Algérie, j'allais le dire un petit peu plus tard, et donc assez conventionnel. Mais il y a tout de même une petite faille quand même. Il y a un personnage énigmatique dont on se demande qui il est, qui erre dans cet appartement. Et puis il y a le grand nœud dramatique, à savoir le fils qui est parti et qui revient. Et en fait, l'écriture, parce que c'est une recréation de Nasser Djemmaï, l'écriture est fondée sur la question du transfuge de classe. Bien, moi je trouve que ça aborde assez directement, subtilement, les questions relatives à ceux qui sont français mais originaires d'Algérie, et ça montre bien la fracture familiale. C'est tout à fait bien incarné par les comédiens. Alors j'étais très contente de voir Lounès Tazaïrt. Moi, je l'avais découvert au Festival d'Avignon, au Théâtre des Carmes. Il joue le père malade. C'est pour ça qu'il y a ce rassemblement familial. Lui, il aurait envie de retourner en Algérie, voir sa maison, travailler sur sa maison, revoir ses arbres. Et ce que j'aime dans l'écriture, c'est que Nasser Djemmaï, à un moment donné, eh bien, dépasse le cadre du réel et il introduit une fantastique dans cette réécriture. Il y a un accompagnement musical de Chiara Galliano, qui est violoncelliste, et qui est la figure gémellaire un peu de ce personnage qui erre. Et vraiment, la crise, c'est comme un coup de théâtre scénographique autour du décor. Décor, c'était un grand buffet blanc avec plein de choses, des dossiers, des bibelots, et il va y avoir des effets de lumière. Et la fin, elle est très belle parce qu'elle est fondée sur l'affectif, sur le rassemblement, et c'est beau sur le plan plastique. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une réappropriation de la tradition, mais c'est comme une cérémonie laïque avec le symbole de l'eau qui purifie. Ça, c'est donné à la MAC de Créteil, ça part en tournée et ça sera au Théâtre de Lorient le mercredi 8 avril et le jeudi 9 avril. A Simple Space, c'est du cirque, conception de Gravity Other Myths à Bobigny. Pas Bobigny, mais Bon. Bobino. Bobino, c'est pas Bobigny. Donc, oui, alors, c'est un spectacle qui vient d'Australie. Et il joue justement avec la proximité par rapport au public. C'est-à-dire qu'en dehors des places qui vont être dans la salle, le public va être aussi des deux côtés de la scène, sur scène. Et j'ai eu la chance, ou pas la chance, d'être assis tout au fond de la scène. Et alors, ça fait partie de leur pari, qui est de ne pas faire de mise en scène, pas de scénographie, pas de maquillage, ça, que ce soit vraiment que eux et un peu de lumière. Simplement, quand on est dans ces places-là, les meilleurs entre guillemets, on reçoit les lumières de la figure. Mais ça, c'est le mauvais côté des choses. Et le bon côté des choses, c'est qu'on a cette proximité des acrobates. Parce que c'est vraiment très sportif, mais en même temps avec un peu d'humour. Parfois, ils se mettent en concurrence. Parfois, ils se complètent le plus souvent. Alors, on va avoir des pyramides, des corps qui vont se porter les uns les autres de plus en plus haut à des points pas possibles. On va avoir des jetés de corps qui se reprennent les uns les autres. On va avoir toutes ces performances et un musicien qui est très important pour scander tout cela et qui à un moment donné va venir aussi jouer avec son corps pour nous faire écouter de la musique, de musique du corps. Donc voilà, j'ai trouvé, ça dure 1h10, on ne s'ennuie pas une seconde parce qu'il y a cette espèce de générosité et en même temps
un petit peu de distance par rapport à ce qu'ils font. Donc je recommande ce Simple Space acrobatique à Bobino. Chantal, ne pas finir comme Roméo et Juliette? Oui, c'est un conte fantastique en trois parties, un petit peu spécial en ce qui concerne la forme scénique. C'est un conte, donc ça commence par il était une fois deux villes traversées par un pont que personne ne pouvait traverser. Alors c'est une histoire de deux communautés. Eh bien, l'une contient des invisibles, donc il y aura un petit truc scénique pour nous les représenter, ces invisibles. C'est le mythe de Roméo et Juliette qui est repris par Mathilde Weyer-Gans et Samuel Hercule. C'est là l'histoire de Pierre et Romy. Romy est une joueuse de ping-pong. Bon, c'est particulier. Pourquoi? Parce que c'est du ciné-spectacle et qu'on va avoir un film au fond de l'écran. Et ce film, il a été tourné en décor réel, je suppose du côté du Havre, parce qu'on voit la mer, le paquebot, etc. Et qu'est-ce qu'il y a sur scène? Eh bien, sur scène, il y aura deux acteurs et deux musiciens, avec quand même un peu de matériel, notamment une table de ping-pong, et ils vont représenter tous les sons qui devraient être au niveau du film. Par exemple, un petit bout de la table de ping-pong, une petite planche qui se relève, c'est une porte qui claque. Un parapluie qui s'ouvre sur scène, c'est la scène de douche. Le feu d'artifice est avec les percussions sur la poubelle. C'est vraiment très 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 bien fait. Et les deux comédiens doublent bien sûr les personnages de cinéma, puis ils sont en rapport vestimentaire entre le film et la scène. Alors il y a une scène pour moi qui a été jubilatoire, c'est celle du championnat de ping-pong où les deux acteurs ont leur raquette à la main avec leur balle, mais ils ne jouent pas ensemble sur scène, mais ils le font bien sûr à l'écran. J'aime beaucoup dans ce spectacle les références à Shakespeare, aux amoureux de Shakespeare, et ça passe par un personnage qui est atypique, Sirius, et qui est la fonction de s'occuper de l'horoscope shakespearien. Et ceci revient comme un refrain. Je l'ai vu au théâtre du Rond-Point. C'est la compagnie de la Cordonnerie qui propose Ne pas finir comme Roméo et Juliette. Alors, entre parenthèses de Pauline Bureau. Oui, elle a écrit et elle met en scène. Elle a écrit d'après le récit d'Adélaïde Bon. Donc, c'est l'histoire. La parenthèse, c'est le temps qu'il faut pour passer du viol commis dans l'enfance à la réalisation, enfin à la prise de conscience complète et à la réparation possible de cette histoire à travers la justice. Mais la justice, il y a eu 72 plaintes, mais il y a des prescriptions. Donc, on va avoir 32 procès, 19 témoignages aux assises. Et donc, Pauline Bureau va prendre plusieurs points de vue. Elle va suivre évidemment, comment dire, Alma, hein, qui va prendre conscience de tout ça, qui va d'ailleurs... et alors, on va avoir une association qui va permettre à toutes ces femmes de se témoigner, de se retrouver. Elle va aussi se mettre du point de vue de l'enquête policière, avec les difficultés que ça a à l'époque de prendre au sérieux ce genre de petites filles dans les ascenseurs. Il va y avoir donc plusieurs points de vue, ça c'est assez intéressant. Et puis il y a toute une scénographie qui passe aussi par de la vidéo. Et moi, il y a un passage que j'ai bien aimé, c'est que on croit que c'est de la vidéo, mais au contraire, c'est vraiment l'actrice qui va intervenir comme une vidéo. Donc, évidemment, il y a un côté documentaire peut-être qui peut être assez intéressant, mais bon, n'empêche que c'est quand même pas du tout évident ces choses-là. Comme on dit,
on ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments. Bon, j'ai trouvé que évidemment, le sujet peut pas rien Il est dire contre, est incontournable. incontournable. Hmm. Mais après, justement, c'est pas facile toujours de lui donner, je dirais, quelque chose qui va prendre le public, enfin moi en tout cas, pour autant, et me voilà m'entraîner complètement. Euh, et puis je sais pas, enfin c'est tellement convenu, enfin on sait tout ce qui va se dire, on a du mal à s'étonner, quoi. Bon, Chantal, on termine. Ah oui, on termine avec Malaise. Malaise dans la civilisation, mais enfin, c'est un autre point de vue, hein. C'est d'Alix Dufresne, Étienne Lepage. Bon, je ne sais pas trop comment classer ce spectacle. Il a une forme aussi expérimentale. Imaginez 4 acteurs à l'allure un peu de touristes qui arrivent sur scène, dans une scène qui est d'ailleurs très vide, et ils jouent l'étonnement, comme s'ils ne connaissaient pas du tout les conventions du théâtre et comme s'ils ne savaient pas que dans le théâtre aussi, il y a un public. Alors, après cette exploration de l'espace, ça va basculer un petit peu dans des interrogations existentielles sur des histoires de chute, alors racontées mais aussi réalisées. C'est foutraque, moi j'aime assez bien hein, ce genre d'expression. C'est de l'absurde un petit peu aléatoire. Et donc, cette fausse pièce eh bien, prend un peu les spectateurs parce qu'ils jouent les idiots, les idiots de service, des innocents, et on les suit parce qu'on est confronté à leurs pulsions, à leurs instincts. Chaque scène repose sur, j'ai envie de dire, la problématique du rapport à l'autre, mais même avec les spectateurs, parce qu'à un moment donné, eh bien, Maxime va avoir un écart de comportement et va lancer une chaussure du côté du public, et ça sera l'occasion d'une petite séquence moralisatrice. Bon, il y a une très belle séquence poétique où c'est Renaud qui, à partir d'un point imaginaire, eh bien, va utiliser son corps de façon très délirante dans la désarticulation. Les autres l'imiteront. Ça, c'était très sympathique. Ça fonctionne parce qu'on a 4 acteurs eh bien, qui jouent bien et qui introduisent tous ces gags physiques et qui ne vont pas là où on les attend. Bon, moi, j'aime cette sorte de miroir un peu allégorique, un peu exagéré sur nos coups d'énervement, sur nos coups de violence. Bon, c'est assez court, hein, c'est à peu près 1 heure 10. Moi, j'en aurais redemandé encore, et surtout de la part des comédiennes filles. C'était où ça? Eh bien, je l'ai vu à la Mac de Créteil. Je vous ai parlé également de Entre parenthèses, de Pauline Bureau à la colline. De ne pas finir comme Roméo et Juliette de Mathilde Weyer-Gantz et Samuel Hercule du Théâtre du Rond-Point. A Simple Space, c'est du cirque d'acrobatie et c'est très très bien, c'est à Bobino. Vertige, conception, mise en scène de Nasser Djemaï, que j'ai vu aussi à la Mac de Créteil. Et à la colline encore, à votre place, À notre à plat, notre place, Braunschweig et à Lirgue. Ligre. Ligre. Voilà. Et vous pouvez nous retrouver sur Jeux de scène Radio Soleil sur YouTube pour voir les images des spectacles. Et tout à l'heure, eh bien, sur le plus de jeux de scène, c'est-à-dire le cinéma, les expositions, les BD, les livres. À tout à l'heure, à tout de suite. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hamid Friki, notre meilleur metteur en ondes. Bonjour Chantal. Rebonjour André Malamu. Pour cette deuxième partie de Jeux de scène, le plus de jeux de scène, là où on vous parle d'expositions, de cinéma, de livres. Et justement, je commencerai par une BD qui s'appelle Grandville de Brian Talbot. Un roman de Jérôme Ferrari,
très brève théorie de l'enfer. Cartes imaginaires, c'est de la BNF. Clair obscur à la Bourse du Commerce, collection Pinault. Et puis, une journée avec mon père, d'Aquilona Davis. Et un documentaire de Raoul Peck, 2 plus 2 égale 5. Alors cette BD Grandville de Brian Talbot. André. Eh bien, j'ai découvert vraiment, je ne suis pas spécialiste de la bande dessinée, mais j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et c'est à la fois quelque chose d'assez particulier. J'ai découvert le steampunk. Alors, c'est pas uniquement dans la BD, mais c'est une façon d'utopiser les choses. Alors, on est ici hein, dans l'anthropomorphisme, enfin, c'est-à-dire qu'on a des animaux qui, comme Mickey, quoi, qui jouent le rôle d'humain. Mais on va avoir des blaireaux, notamment le héros, un blaireau, et d'ailleurs, Sarah Blaireau, c'est pas Sarah Bernard, c'est Sarah Blaireau, et on va avoir tout un jeu comme ça, avec des affiches, par exemple, Sarah Bernard, on la voit telle qu'on la connaît très bien dans l'affiche, là, et puis on va voir la liberté guidant le peuple, c'est-à-dire que Brian Talbot se sert de toute une culture qu'il a, des représentations artistiques et aussi de Tintin, de tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, en plus, il a une force d'expression par les scènes de violence. J'ai rarement vu dans une BD la violence à ce point-là s'exprimer. Et avec tout un jeu aussi de cadrage de BD, c'est-à-dire qu'on va avoir une page où on va avoir, c'est pas des bandes tac, 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 c'est un machin, un truc qui fait voir un gros plan, c'est extraordinairement mis en page de façon BD. Et alors, je reviens à la dernière chose, hein, je sais plus ce que j'avais, parce que j'avais même pas tellement bizarre cette façon, cette utopie consiste à steampunk. Hein, steampunk. On est... alors, c'est un Anglais qui écrit, et donc on est dans Grandville. Grandville, c'est Paris. Et on va avoir... Mais on ne sait pas, on est avec Napoléon, mais c'est Napoléon XII. On est à la fois dans le passé et dans le futur. On est dans un futur qui ressemble au passé. Il n'y a pas de téléphone portable, mais il y a des robots, tout est complètement décalé comme ça. Et c'est ça qui est très beau, d'une certaine manière, enfin, très, très émouvant, c'est cette façon dont le passé est mis utopiquement au futur. Et ça donne des trucs incroyables, politiquement, et qui font quand même référence à des choses actuelles. Ça, en plus, hein, parce que le 11 septembre n'est pas loin dans la destruction, dans le complotisme, etc. Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment une révélation avec... alors, il a écrit ça il y a quelques années, il en a écrit, mais ça a été republié maintenant. Et donc, moi, il faut comment... j'ai pas vu les autres, il y en a encore 3 autres, mais pour ce Grandville, le premier, là, il est franchement très bien. Chantal. Oui, donc Jérôme Ferrari. Donc, très brève théorie de l'enfer. Moi, pour ce jeu de scène et plus, je serais un peu dans les ténèbres et dans l'obscurité. Alors, là, c'est un conte moral, conte de l'indigène et du voyageur. C'est le deuxième ouvrage d'une trilogie que Jérôme Ferrari est en train de construire. Et le précédent, c'était North Sentinelle, et il analysait les relations entre les locaux et les touristes en Corse. Là, il choisit 2 figures, celle de l'expatrié à Abu Dhabi et celle de l'immigré, l'employé de maison, Kavesha, qui est du Sri Lanka et qui a quitté son pays et qui le quittera pour une 30aine d'années. Donc, c'est 2 manières d'aborder l'étranger. Il y a nécessairement un mur entre ces 2 personnes, même si le narrateur a un parcours personnel qui manifeste plutôt un point de vue empathique. Il est passé par l'Algérie, il s'est marié avec une Algérienne et il est devenu musulman. On va écouter
un petit extrait lu par l'écrivain lui-même, Jérôme Ferrari. Combien de monde se côtoie-t-il dans ce pays qui ne se rencontre presque jamais? Tout en haut, inaccessible dans sa splendeur, se trouve celui des émirs et des princesses. Tout en bas, dans les tréfonds d'un enfer invisible, inaccessible lui aussi, mais dans son abjection, celui des ouvriers du bâtiment, dont la sueur et le sang sont comme l'engrais nourricier, où la ville insatiable puise l'énergie nécessaire à sa croissance frénétique. Je gagne plus d'argent que j'aurais jamais pu le rêver, surtout en exerçant un métier aussi pauvrement rémunéré que celui d'enseignant du secondaire. Je vis avec ma famille au 10e étage d'une tour, dans un appartement de 200 mètres carrés, face à la mangrove, et pourtant, j'appartiens ici, si je ne me trompe pas, au monde d'une sorte de classe moyenne supérieure, où j'évolue en compagnie de mes collègues et de mes voisins que je croise dans l'ascenseur, de petits fonctionnaires émiratis, des ingénieurs indiens, des diplomates de second rang et des employés d'ambassade, malais, péruviens, allemands, tous réunis dans cette petite tour de Babel, où arrivent chaque matin les femmes qui, à l'instar de Kavisha, font notre ménage, lavent et repassent notre linge, préparent nos repas, et s'occupent de nos enfants, et les aiment, et nous regardent mener une vie qu'elles ne peuvent même pas se permettre d'envier, et doivent subir nos humeurs, nos exigences, la désinvolture de notre prévenance et de nos bontés, dont nous ne manquons pas d'être prodigues à l'occasion, avant de s'en aller poursuivre leur existence, qui ne s'arrête pas au seuil de nos portes, que nous ne pourrions sans doute pas nous représenter, dussions-nous même nous donner la peine d'essayer, dans un monde inconnu, qui ne touche au nôtre que par la porosité des murs qui l'entourent, et côtoie d'autres mondes, clos comme des cercles de feu. J'aime bien parce que ce personnage, en fait, s'illusionne sur son déplacement. Il veut aller vers les autres, mais aussi vers un autre lui-même. Donc, il a en lui un peu tous les fantasmes et les mythes de l'Occident face à l'Orient. D'ailleurs, il y a une figure à laquelle il est fait référence, c'est un explorateur amoureux du désert, mais du désert avant la modernité d'Abu Dhabi, Sir Wilfred Thesiger. L'écriture, l'écriture, elle est belle parce qu'elle ne manque pas d'ironie, tout en étant assez profonde et ténébreuse, mais c'est pas forcément très documenté sur le contexte local d'Abu Dhabi. Tout passe par la conscience des personnages et leurs récits, et on a de grands passages subjectifs en italique, surtout pour le narrateur, qui sont une sorte de contrepoint très lucide et qui illustre la faillite. Pour Kasheva, c'est plus factuel, mais on mesure sa douleur. Donc, j'aime beaucoup la phrase, elle est ample. J'ai regardé la table des matières, il y a de très beaux titres de chapitres, mais il a rajouté sur la table des matières un peu des sous-titres qui sont un petit peu poétiques. Je pense que cet ouvrage, c'est une fiction littéraire qui est vraiment un lieu de l'expérimentation, et pour qui a fait de l'expérience de l'expatriation, eh bien, je crois qu'on retrouve des éléments qu'on a pu vivre les uns les autres. C'est très brève théorie de l'enfer par Jérôme Ferrari. André, tu as dû rêver avec ces cartes imaginaires exposées à la BNF. J'ai trouvé ça extraordinaire, en effet, cette richesse de documentaire. C'est-à-dire que la BNF, on le sait, elle a des choses extraordinaires qu'elle n'expose jamais. Enfin, bon, c'est entassé dans des... Et là, ça date d'un bon bout de temps qu'on a voulu faire cette exposition-là. Et donc, non seulement on va avoir ces documents de la BNF, mais on va avoir des documents qui viennent du monde entier pour une exposition d'une richesse et, je dirais aussi, ça donne vraiment quelque chose de complet. On se dit, bon, bien sûr qu'on n'a pas tout, mais on a tous les aspects. Alors, j'ai trouvé très intelligent également la façon dont étaient regroupées les œuvres. On va avoir les mondes inexplorés. C'est le moment où on fait des cartes pour s'imaginer le monde, pour donner ce qu'on connaît, mais donner aussi ce qu'on croit connaître.
Et c'est valable évidemment au XVIIe siècle, au XVIe siècle, mais c'est valable dans l'Antiquité. Enfin, et c'est valable en Chine ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on va avoir ici la cartographie de l'humanité, si je puis dire. Bon, ensuite, on va avoir les mondes légendaires. C'est-à-dire comment on se sert des cartes pour interpréter les dragons, pour se servir de quelque chose qui par essence est vrai, entre guillemets, pour donner à voir justement, comme le théâtre, donner à voir ce qui n'est pas. Et donc, on va avoir cela, et ensuite, on va avoir les mondes littéraires. Je vais donner un exemple que vous connaissez peut-être, c'est la carte de la tendresse, de Tendre, la carte de Tendre, hein, qu'on va trouver au XVIIe siècle, qui représente, c'est la préciosité, tous les chemins qu'il faut prendre pour aller à l'amour, pour différents amours ou les amours, parce que bon. Donc, et puis la dernière partie, c'est les mondes de la carte, c'est-à-dire comment on se sert du principe et l'idée de la carte pour représenter ce qui n'a rien à voir avec une géographie quelconque. Ça peut être un visage, ça peut être... c'est simplement, la carte est là pour être le genre et le mode. Voilà, donc il y a plusieurs centaines d'œuvres qui sont dans cette exposition. Et ce qui est très très beau, c'est que en bas de chaque œuvre, on va avoir toute l'explication. C'est vraiment d'une richesse de connaissances extraordinaire. Donc, alors bon, j'y ai passé 1 heure, j'aurais pu y passer 10 heures, vous voyez, parce que c'est tellement riche. Donc, c'est Julie Garel-Grisselin et Christine Hillon qui, depuis des années, ont réussi à concevoir une telle exposition. Vous avez jusqu'en juillet pour la voir, mais il ne faut pas la louper. Chantal. Bon, ben moi, je vais du côté du clair-obscur à la bourse du commerce. Donc, il ne faut pas penser qu'il s'agit simplement de la technique du chiaroscuro, de la peinture du XVIe siècle, comme on connaît avec Caravage, parce que ce clair-obscur est aussi à prendre ici au sens plus large, voire métaphorique. On va avoir des œuvres qui manifestent le côté sombre de l'humanité. Alors, il y a tout de même un peintre, Victor Mann, qui manifeste cette sensibilité picturale. Alors, c'est un artiste roumain. On a donc l'aspect sombre, l'ambiance crépusculaire avec des corps verts. Et c'est un peintre qui fait référence à des grands maîtres. Donc, c'est aussi une exposition très riche. On aime bien se promener dans cette bourse du commerce, je rappelle, qui est l'ancienne halle au grain, et puis en fait qui a été restaurée par l'architecte Tadao Ando. Alors je disais, l'exposition est très riche. Au sous-sol, par exemple, j'ai découvert Saodat Ismailova, c'est une artiste ouzbek qui a proposé un film intitulé Nocturne, et à partir de là, elle présente le prophète El-Moukrana, prophète persan du 8e siècle. Et on a aussi au studio un artiste français qui va retravailler sur les figures noires, de Goya. J'ai dit aspect sombre, c'est par exemple les traumatismes de la guerre, c'est aussi la période du sida qui peut être représentée dans ses œuvres, mais on aura aussi des éclats de lumière, des éclats de feu, c'est incandescent. Alors avec un mausolée de lumière, c'est l'artiste James Lee Biars qui a fait une installation avec de la corde, avec du tissu, et tout cela est doré. Je rajouterai
qu'il faut oser demander aux médiateurs culturels qu'ils viennent vous aider à comprendre les œuvres. Moi, par exemple, j'ai mieux perçu une œuvre de Pierre Huyghe, parce que c'est fait à partir des algorithmes d'apprentissage, et ça m'a un peu modifié mon regard sur l'œuvre qui s'appelle Kamata, ce film autogéré par l'intelligence. Même chose, il y a un moment donné, l'œuvre L'œil de l'esprit, c'est une œuvre en 3 dimensions avec des éléments un peu organiques, un peu synthétiques, et c'est fait aussi, ça reprend des ondes cérébrales reprises par des algorithmes. Donc n'hésitez pas avec ces médiateurs culturels. J'ai eu des coups de cœur. J'ai eu un coup de cœur, par exemple, pour ce qu'a fait Sigmal Polk. On ne les connaît pas, bien sûr, parce qu'ils viennent de toute l'Europe, ces artistes. C'est entre transparence et opacité, et ça combine plein de matériaux différents. Vous imaginez 9 panneaux dans une grande salle, c'est complètement organique, complètement artisanal. Et puis, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir, à la fin, il faut aller au rez-de-chaussée, parce qu'on va avoir les œuvres de Laura Lamiel, artiste française. C'est elle qui a fait, alors elle a répondu à une commande, ça s'appelle « Ça fait un bruit d'ailes de feuilles de sable ». C'est une citation d'ailleurs de Beckett. Et ces œuvres, eh bien, elles sont extrêmement poétiques. Donc, comme tu disais, André, il y a des expositions, il faut aller une première fois et il faudrait y aller plusieurs fois pour véritablement percevoir toute la richesse des propositions des conservateurs de l'exposition. Ici, c'est Emma Lavigne. Une journée avec mon père de Akinola Davis. Davis Junior, scénario Wade Davis, Akinola Davis Junior. Parce que c'est un petit peu, comment dire, autobiographique, je crois. Enfin, il y a quelque chose de bon. Donc, nous sommes en 1993 à Lego, enfin, dans un petit village avec deux gamins. Alors, c'est déjà une chose extraordinaire d'arriver à faire jouer ces deux enfants de 8-10 ans, 8-12 ans, quelque chose comme ça. Bon, ils sont là. Et leur père va apparaître. Et c'est là que le titre français est complètement stupide par rapport au titre anglais original, My Father's Shadow, le fantôme de mon père. Parce que, évidemment, une journée avec mon père, peut-être, mais peut-être plutôt avec le fantôme de leur père. Donc, on va comprendre qu'il a été exécuté parce que c'est politiquement, c'est un moment où il y a un militaire, l'élection qui ne veut pas être reconnue, qui veut être désavouée, enfin c'est la violence totale de ce pays que je connais. Je connais un peu plus avant, je l'ai connu en 81, 82, mais j'ai vécu. Mais c'est justement, c'est ce que j'ai beaucoup. Alors, il faut savoir que le cinéma nigérian, c'est le 3e du monde. Hein, après l'Inde et les États-Unis, c'est le plus grand cinéma. Alors, on dit c'est des trucs. Non, là, c'est un grand film, justement, à cause alors, c'est l'histoire, mais d'une journée avec mon père. Donc, ces 2 enfants vont. Leur père va arriver, leur mère n'est pas là, mais il les prend avec lui pour aller à Lagos, la capitale du Nigeria, pour aller se faire payer un salaire qu'on lui doit. Voilà. Mais les choses vont se passer de façon compliquée. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté documentaire, et à la fois documentaire d'un côté et en même temps féerique de l'autre. Enfin, féerique, voilà, parce qu'on a à la fois un réalisme complet, social, culturel, etc. Et puis, il y a cette projection finalement fantastique. Donc, un très, très bon film. Il a secoué les gens à Cannes, au festival. Que vous pouvez aller voir. On termine, Chantal ? Oui, avec Orwell. 2 + 2 = 5, mais c'est un documentariste, Raoul
Peck qui a fait ce film. Il est d'origine haïtienne, hein, donc il est très engagé. Hein. Donc il va un peu parler du parcours biographique de George Orwell, qui s'est installé dans l'île de Jura en Écosse, mais ce qui n'intéresse plus Raoul Peck, c'est le passage de George Orwell en Birmanie. Il s'était engagé dans l'armée et là, il a fait l'expérience de l'impérialisme. Donc, dans George Orwell 1984, il va nous résumer la pensée visionnaire d'Orwell. Vous vous souvenez, avec ses 3 slogans, l'ignorance et la force, la guerre, c'est la paix, et la liberté, c'est l'esclavage. Dans ce qu'on vit actuellement, je n'arrive pas à ne pas penser à 1984. Écoute, j'ai l'impression que ça se réalise. C'est justement l'enjeu, le but de ce film, c'est d'établir un lien terrifiant entre l'univers imaginé par George Orwell et ce qui se passe. Oui, tout à fait. Et donc, il va bien sûr, Raoul Peck, présenter Trump, Poutine, et il montre les dérives totalitaires et ses figures. Il analyse même les guerres de l'Ukraine et de Gaza avec l'œuvre d'Orwell. Il n'a pas pu parler de l'Iran parce que ce film a été réalisé avant. Et bien sûr qu'il va aussi soulever la question des nouvelles technologies et de l'IA dans la manipulation. Alors, dans le film de Raoul Peck, on a des extraits d'un film qui a été réalisé par, comment s'appelle-t-il, Michel Radford. Et j'ai eu envie de le revoir avec John Hurt dans le rôle de Winston et Richard Burton. C'est extrêmement angoissant aussi, parce que partout, là, il y a la présence de Big Brother et ça bascule quand le personnage principal, eh bien, il veut penser par lui-même, il veut écrire quelque chose dans son petit carnet et quand il va aimer, il sera arrêté. Et j'ai voulu aller aussi voir encore plus loin. Et donc, je me suis intéressée à 2 BD que vous avez vues. Elles sortent toujours à la période de Noël. Ce sont les BD de Fido Nesti et puis de Xavier Coste. Elles sont différentes dans la présentation. Celle de Fido Nesti, on sent que c'est plus... Fido Nesti, le dessinateur. 1984, bien sûr. D'accord. Donc, c'est un gris plus salace, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est l'exploitation. Ça ne fait pas dans le spectaculaire, c'est véritablement des vignettes serrées. On a l'impression d'être dans une vieille propagande, la stalinienne. Tandis que Xavier Coste, eh bien, c'est le gigantisme, c'est l'architecture qui est écrasante, qui est froide. Et les hommes, ils paraissent minuscules, ils sont broyés. Et bien sûr, j'ai voulu comparer les 2 séquences où ça se passe quand on entend 2 + 2 = 5. Eh bien, c'est dans la chambre 101, dans la chambre de torture, chez Coste. C'est aseptisé, c'est technologique, c'est une torture véritablement technocratique, tandis que chez Fido Nesti, c'est plus organique. Alors on voit la cage avec le rat qui est complètement rouillé, on sent la phobie viscérale du personnage Winston. Donc, 1984, il faut relire le roman, il faut aller voir ce documentaire et regardez aussi les BD qui ont été faits à partir de 1984 parce qu'on y voit notre actualité bien tristement. Alors, je vous ai parlé également d'une journée avec mon père, d'Aquilino Davis. De l'exposition à la Bourse du Commerce dans la collection Pinault, Clair-Obscur de Emma Lavigne. Cartes imaginaires à la BNF. Et le très beau roman de très brève théorie de l'enfer de Jérôme Ferrari qui se passe à Abu Dhabi sur la question de l'étranger, c'est aussi à lire actuellement. Et Granville de Brian Talbot aux éditions Delirium. Et si vous voulez voir des images de tout ça, vous pouvez retrouver l'émission illustrée, si je puis dire, sur Radio Soleil, Jeux de scène sur YouTube. Voilà, et on se retrouve bien la semaine prochaine, oui, pour de nouvelles aventures culturelles. Au revoir.